4 sur 19. C'est le chiffre qu'on a regardé un matin et qui nous a forcé à tout, absolument tout remettre en question. En fait, on avait créé un outil qui aidait les parents à identifier les aides financières pour la garde de leur enfant. Pour certains parents, ça représentait jusqu'à 2 500 € par an. C'est énorme. Les aides sont réelles, les aides sont significatives. Et pour les débloquer, les parents devaient envoyer à leur employeur juste envoyer un document à leur employeur, une seule action dans leur intérêt direct. Et ce qu'on a découvert, c'est que sur 19 parents qui avaient complété le diagnostic, il n'y a que 4 parents qui avaient fait l'action. 4. 4 sur 19. On a été totalement fracassés quand on a fait ce constat. Et en fait, la première question qu'on s'est posée, c'est mais pourquoi? Pourquoi est-ce que quelque chose qui est dans leur intérêt, pourquoi seulement 4 sur 19 vont faire cette action aussi simple? Et en fait, notre hypothèse de départ, c'était simple. C'était de dire, en fait, les parents ont peur. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont peur de ce que leur employeur va penser. Ils ont peur d'être identifiés comme celui qui a des problèmes de garde. Ils ont peur de créer un malaise là où il n'y en a pas. Et finalement, en face de cette hypothèse, on a eu une idée qui semblait brillante. On s'est dit, vous connaissez probablement l'étude sur le don d'organes. En fait, dans certains pays, l'Allemagne, le Danemark, etc., il faut s'inscrire activement pour pouvoir être donneur d'organes. Et en fait, le taux de donneurs dans ces pays-là, ça c'est intéressant, c'est que ça tombe autour de 12%. Dans d'autres pays, comme par exemple l'Autriche ou la France, en fait, tout le monde est donneur par défaut. Et ça, c'est une différence énorme. Parce que quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que du simple fait que tout le monde soit donneur par défaut et qu'il faille s'opposer activement pour pouvoir ne pas être donneur, en fait, le taux de donneur remonte automatiquement à 99%. Et donc, même valeur, même décision, un seul changement, c'est le comportement par défaut. Lorsque par défaut, vous êtes donneur et vous devez faire une action pour ne plus être donneur, subitement, les statistiques de donneurs explosent parce que, la très grande majorité de gens ne font pas effectivement cette action. C'est ce qu'on appelle l'opt-out. Et on a voulu appliquer en fait cette réalité à notre problème et rendre la transmission automatique du diagnostic par défaut. Si le parent ne fait rien, on envoie. Et il peut annuler, mais annuler demande un effort. Et la plupart des gens, en réalité, ne font pas l'effort d'annuler. Et ce qu'on voulait, c'était changer finalement le sens de l'effort. Parce qu'au début, en fait, le parent devait faire une action pour que le diagnostic soit transmis. Maintenant, on a changé le sens pour faire en sorte que le parent doit faire une action pour que, ça ne soit pas, le diagnostic ne soit pas envoyé. On était convaincus. C'est élégant, c'était documenté, c'était le bon mécanisme. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a gagné un prix Nobel sur ce seul principe justement de l'effort. Sauf que on s'était trompé. On s'était trompé pas sur le mécanisme, mais on s'était trompé sur l'analogie. Le premier problème, c'est que dans le don d'organes, en réalité, ne rien faire n'a aucune conséquence pour le vivant. Tu vois, c'est-à-dire que l'inertie est sans risque ici. C'est-à-dire le fait de ne rien faire, finalement, déclenche une action concrète vers l'employeur et une action que la personne n'a pas décidée. Ce n'est pas la même chose dans ce cas-là. C'est-à-dire que dans le don d'organes, le donneur, s'il ne fait rien, il est donneur par défaut. Quand il décède, ses organes sont donnés. Et le fait qu'il donne, dans ce cas-là, ne lui retire rien de façon concrète. Alors que dans l'autre cas, dans le cas de la transmission du diagnostic, ce n'était pas tout à fait neutre. Et c'est là où était toute la subtilité. C'est-à-dire que lorsque le fait de transmettre, sans que la personne n'ait fait l'action de donner à son employeur, on le donne automatiquement. Ici, ce n'est pas sans risque. Parce que ici, le fait de ne rien faire déclenche une action concrète vers l'employeur. Et cette action, si elle n'a pas été décidée par le parent, elle n'est pas totalement neutre. OK? Et ce n'est pas du tout la même chose. Parce que dans ce cas, elle expose le parent à quelque chose qu'il n'a peut-être pas anticipé. Peut-être que c'est justement pour cette raison-là qu'il va se retrouver en porte-à-faux avec son employeur. Et ça, le parent ne le souhaite pas. Et ce n'est pas du tout la même chose que la situation du donneur d'organes. Parce que le donneur d'organes, une fois qu'il est décédé, même si ses organes sont donnés, de toute façon, il ne perd rien. Et là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Le deuxième problème, c'est qu'en Europe, transmettre des données personnelles à un tiers sans consentement explicite
c'est illégal. Le RGPD est clair là-dessus. Une case précochée ne suffit pas. C'est explicitement traité dans le règlement sur les données personnelles en Europe. Un comportement par défaut non confirmé ne suffit pas. Il faut un oui actif. L'opt-out n'est pas défendable juridiquement sur ce type de traitement. C'est-à-dire qu'au-delà de la réalité éthique, la dimension juridique elle-même, en réalité, s'oppose à un choix de cette nature. Le troisième problème, c'est que le parent qui découvre que l'application a transmis son dossier sans qu'on lui ait expliqué explicitement que c'était le cas, même si c'est dans son intérêt, même si la valeur est réelle, il peut se sentir piégé. Et à l'instant où il se sent piégé, la confiance est rompue. Et quand la confiance est rompue, eh bien, c'est terminé. Donc, on perd exactement les personnes qu'on essayait d'aider. On perd tout le potentiel. C'est-à-dire, on essaie d'aider des personnes pour ces propres personnes, le travail qu'on fait est gratuit. Donc, en fait, il y a une boucle virale potentielle qui est énorme derrière. Mais si les gens se sentent piégés, à cet instant-là, vous perdez tout le bénéfice que vous étiez en train d'essayer de construire pour eux. OK? Et donc, et là, on perd leur confiance, et là pour longtemps. Et pourtant, donc, on avait le bon mécanisme, mais on n'avait pas le bon design. Et la vraie question n'était pas comment forcer les gens à agir. La véritable question, c'était en réalité à quel moment est-ce que la décision est le moins anxiogène. Parce qu'on l'a vu, c'est-à-dire que vous forcez les gens à agir, c'est contre nature, c'est contre les valeurs, c'est contre les RGPD, donc c'est vraiment pas la chose à faire. Par contre, ce qu'il fallait faire, c'est à quel moment est-ce que c'est le moins anxiogène. Et c'est le fait de déplacer la question sur ce terrain qui nous a permis de résoudre le sujet. Donc, ce n'est pas du tout la même question. C'est-à-dire, quand le parent, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand le parent vient de terminer son diagnostic, il est encore dans l'application. Il vient de voir ses résultats. Il traite beaucoup d'informations en même temps. OK? Et c'est le pire moment pour lui demander de prendre une décision qui implique son employeur. L'anxiété est maximale. Le contexte est mauvais. Et ce qu'on a fait, c'était de dissocier le moment où il dit oui du moment où la transmission a lieu. OK? Je répète. C'est-à-dire que finalement, le vrai challenge, c'était arriver à changer de cadre et dissocier le moment où finalement le parent dit oui du moment où effectivement le diagnostic est transmis. OK? Parce que quand on essaie de tout faire en même temps, eh bien le contexte est mauvais. Voici concrètement comment est-ce que ça se passe. C'est-à-dire qu'à la fin du diagnostic, on lui demande plus, voulez-vous transmettre? C'est ce qu'on faisait au départ. On lui demandait à la fin du diagnostic, voulez-vous transmettre? Et c'est là où on s'est aperçu qu'on sortait le fameux 4 sur 19, alors que les gens ont fait la démarche jusque-là. Ils sont juste à un clic de pouvoir obtenir jusqu'à 2500 € par an pour certaines familles. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, on s'aperçoit que les gens ne font pas l'action. Donc, au lieu de leur demander, est-ce que vous voulez transmettre? On leur demande maintenant, quand voulez-vous activer ces avantages? Et là, ça a tout changé justement dans le fonctionnement du produit. Donc, finalement, là, on leur a donné 3 options. Donc, la première option, c'était dans 48 heures. C'est-à-dire, dans 48 heures, Ludido va transmettre pour vous donc votre dossier à votre employeur pour pouvoir activer vos aides. Deuxième option, c'était dans 7 jours. Et ici, on leur a dit, écoutez, vous prenez le temps d'y réfléchir et voilà, dans 7 jours, eh bien, Ludido transmettra pour vous votre dossier à votre employeur. Parce qu'en fait, que fait Ludido? Ludido va en fait chercher dans la réglementation, dans les 3200 articles du Code du travail, dans les 600 conventions collectives, les 900 accords de branche, etc. Il va chercher toutes les poches de budget parentalité qui sont disponibles pour les parents, mais qu'en général, personne ne pense à aller mobiliser. Et donc, mais il faut transmettre le dossier à l'employeur. Donc, première possibilité sous 48 heures, deuxième possibilité sous 7 jours, et troisième possibilité, ils avaient la possibilité de dire, je transmettrai moi-même. OK? Donc, le parent qui choisit 48 heures ou 7 jours, il a donné son consentement explicite. C'est légal, c'est horodaté. Et maintenant, eh bien, l'inertie va jouer en sa faveur. Non pas contre lui, mais en sa faveur. Annuler une demande de cette nature, ça demande un effort actif. Or, ne rien faire, c'est laisser la transmission se faire. Donc, la veille de l'envoi, on lui envoie un mail dans lequel on lui dit « Votre dossier part demain. Est-ce que tout est toujours bon ?» OK? Et dans ce dossier, on prend le soin de rajouter un lien pour permettre aux parents d'annuler si jamais ils le souhaitent. OK? La plupart n'annuleront pas, on le sait,
Pas parce qu'ils ont oublié, mais parce que ils avaient dit oui et que les gens, en général, ne se contredisent pas. C'est-à-dire que s'ils disent oui à une action, eh bien, ils ont tendance à rester fidèles à cette décision qu'ils ont prise pour eux-mêmes. OK? Et donc, trois mécanismes cognitifs travaillent ici ensemble. C'est que premièrement, c'est ce phénomène de cohérence. J'ai dit oui, je ne reviens pas dessus. Deuxièmement, le mécanisme de temporisation de l'anxiété. C'est-à-dire que la décision était difficile à prendre hier lorsqu'il était dans l'application, lorsqu'il était dans le diagnostic, c'était chargé, il venait de répondre à plusieurs questions, il venait même de découvrir tout simplement l'application. Tout ça était neuf pour lui au moment où il était sur le point de faire cette décision. Ça fait une surcharge cognitive trop importante. Et donc, pour cette raison-là, la décision était difficile à prendre lorsqu'elle était posée à ce moment-là. Mais quand ça arrive concrètement et que la transmission doit être faite, à ce moment-là, il n'y a plus rien à décider et l'inertie finalement est dirigée et maintenant est plutôt favorable pour le parent. C'est-à-dire que désormais, il faut faire un effort pour annuler et ce n'est plus un effort à faire sur l'action. OK? Il ne décide plus s'il transmet, il décide simplement de quand. Et en fait, ce pattern, ce fonctionnement, cette réalité s'applique bien au-delà de notre cas. Et regardez par exemple, les plans d'épargne retraite qui marchent le mieux dans le monde, ce sont ceux qui sont étudiés par Richard Thaler. En fait, il a eu le prix Nobel d'économie sur le sujet pour ses travaux parce que, en fait, il ne demande pas aux salariés d'épargner davantage aujourd'hui. Il leur demande simplement d'accepter que leurs futures augmentations de salaire soient automatiquement dirigées vers l'épargne. Vous voyez, il a fait une étude, il a mené cette étude là-dessus et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a gagné ce prix Nobel là parce que il a démontré que à partir du moment où on disait aux gens, OK, vos augmentations futures vont passer sur votre plan d'épargne, eh bien, les plans d'épargne, eh bien, ils explosaient. OK? La douleur dans le futur est toujours plus supportable que le présent. Et les rappels de vaccination, c'est pareil. Ils ont un taux de réponse bien inférieur aux rendez-vous qui sont pré-pris avec possibilité d'annulation. En d'autres termes, la vaccination, c'est vraiment le même cas. C'est-à-dire, la vaccination, normalement, ça fait du bien à l'individu. Lorsqu'il doit, eh bien, lorsqu'on lui demande de prendre rendez-vous pour sa vaccination sur le moment, eh bien, les taux sont très faibles. Les rappels sont très faibles. Le taux en fait, est trop faible de la part des personnes qui doivent se vacciner. Mais lorsqu'ils prennent rendez-vous au début et en fait, ils donnent leur accord pour les rappels et qu'après, ils ont la possibilité de l'annuler, on s'aperçoit que bien très peu de gens finalement vont venir annuler. Même information, même valeur, un seul changement, c'est le comportement par défaut. Donc, les emails envoyés le lundi matin à 9 heures obtiennent plus de réponses que les emails envoyés le vendredi à 17 heures. Non pas parce que le contenu est meilleur, mais simplement parce que le destinataire est dans un état mental différent au moment où il les reçoit. Dans chacun des cas, la question n'est pas comment motiver davantage. La question, en réalité, c'est simplement à quel moment est-ce que la décision est la moins coûteuse psychologiquement? À quel moment est-ce que la charge mentale est la moins importante pour celui qui décide? Donc maintenant, ce qu'on n'a pas encore fait et que j'aurais dû faire en premier, c'est on a les chiffres, on vient de construire ça. Je ne sais pas si on va passer de 21% à 50%. Ce que je sais, c'est que le raisonnement est beaucoup plus solide que l'hypothèse initiale. Mais la vraie valeur, c'est qu'on a passé plusieurs jours à concevoir et à développer une solution avant d'avoir appelé 15 parents qui n'avaient pas transmis pour leur demander pourquoi. On a assumé que c'était la peur. C'est vrai, c'est peut-être complètement faux. Peut-être qu'ils n'avaient simplement pas compris que la transmission est ce qui allait déclencher leurs aides. Peut-être qu'ils n'avaient pas les coordonnées de leur RH. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire. Peut-être qu'ils avaient l'intention de le faire plus tard. 5 appels de 10 minutes auraient pu invalider toute direction. On les a différés. C'est la vraie leçon de cette histoire. Pas forcément le mécanisme de consentement différé en réalité. C'est isoler la variable à optimiser, mais pas, c'est isoler la variable avant d'optimiser. OK? Parce que quand on isole la variable, eh bien, on traite le problème au cœur et on ne le fait pas après. OK? Donc, la prochaine fois que vous cherchez à augmenter un taux de conversion sur une action que les gens devraient faire, mais qu'ils ne font pas, ne vous demandez pas comment les motiver davantage. Demandez simplement à quel moment est-ce que je leur pose la question. Est-ce que le moment où je leur pose la question est celui où ils ont le moins de charge mentale, est celui où ils ont le moins d'informations à traiter, est celui où ils doivent mobiliser le moins d'efforts psychologiques
pour pouvoir faire cette décision. Déplacez simplement la décision, laissez l'inertie travailler pour vous et surtout, appelez vos utilisateurs. Peut-être qu'ils vont vous dire avant que la solution est beaucoup plus simple que ce que vous essayez de construire. Je vous remercie, mon nom est Ahmed Laminsi et écoutez, je traite beaucoup ces sujets de psychologie pratique. Si ça vous intéresse, le lien en bio, je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Allez, merci.